intégré une autre boîte qui s'appelle Justement, Telesat. on se projette sur l'avenir, Exactement. mais avec avec de l'aisance. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Djibouti, bonsoir à toute la République. Bienvenue dans le podcast Décrypte, le podcast qui décrypte l'activité entrepreneuriale et l'activité économique, internationale et locale. Aujourd'hui, je reçois notre ami Monsieur Mohamed Rayalé, qui va nous parler un peu de son parcours, de sa vue de Djibouti, comment il voit Djibouti dans son ensemble, et on va essayer de parler un peu d'actualité internationale. Parfait. Donc, merci de te joindre à nous. Merci à vous de me recevoir. Merci. Donc, on va commencer par parler un peu de ton parcours. Mais avant tout ça, c'est parler aussi un peu de ton début, c'est-à-dire peut-être démarrer à partir de tes années lycée, universitaire et ensuite professionnel. Ok. D'accord. Donc je te laisse la parole avant de poser quelques questions. C'est peut-être aussi te dire un peu, de situer un peu l'émission. L'émission, on parle d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat surtout à Djibouti, dans ce monde qui nous concerne. Comment on voit l'évolution de cet entrepreneuriat à Djibouti depuis les 10 dernières années. C'est parler un peu de l'activité aussi locale, les derniers développements, ce qui se passe à l'intérieur de Djibouti et de la région aussi, parce qu'il faut parler aussi parler des différentes régions, des 5 districts aussi, le mouvement, il y a des choses qui se passent aussi dans les différents districts. Parler de la région, Éthiopie, Somalie, donc des pays qui nous entourent. Ensuite, une activité internationale. Et le dernier point sera aussi un peu un petit question-réponse aussi, des questions-réponses qui peuvent être de nature personnelle ou aussi concernant un peu si tu as des questions à poser ou un message à faire passer à cette jeunesse surtout, parce que c'est une émission aussi qui est plus portée sur la jeunesse. Comment aider cette jeunesse à pouvoir se former. Certainement. Et aussi monter surtout en capacité. D'accord? Donc, je te laisse la parole. J'ai fait le bachelor degree et j'ai fait le master degree. J'ai fait la licence et le master. 4 ans? 5 ans. 5 ans? Ouais. Donc, tu es resté 5 ans en Inde? Oui, exactement. Ouais. Je pense que tu as fait aussi, un autre pays à côté. J'ai fait le Sri Lanka pour mon stage de master. Exactement, la thèse, exactement. Qui est aussi connu pour Ceylan. Pour aussi, c'est une région très dynamique, très dynamique et très portée sur la logistique aussi. Exactement. Ils ont un port assez important. Exactement. D'accord, qui est aussi tenu par les Chinois à l'heure actuelle. Ils ont investi sur un terminal, un des terminals du port de Colombo, la capitale, et dans le sud, mais vraiment the edge, comment on dit the edge? La côte. La côte, voilà. Le port de Hambantota. D'ailleurs, un grand scandale derrière. Ils ont repris 99 ans. De la gestion, voilà, exactement. Les Chinois, parce que c'était un prêt conditionné. Exactement. Donc, un prêt conditionné. Donc, une fois ta formation accomplie, tu rentres chez toi, tu rentres au pays. Ouais, exactement. Une fois rentré, tu as intégré le port. Brièvement. Avec Exactement. Mais j'ai pas tenu longtemps. J'ai quitté et j'ai intégré le milieu privé. Donc, j'ai travaillé a priori dans un hôtel qui s'appelle Panorama. Et puis après, j'ai intégré une autre boîte qui s'appelle Telesat. Après, j'ai fait un voyage. J'ai pris une année sabbatique pour me chercher un peu parce que je savais pas ce que je voulais. Tu es peut-être arrivé dans un monde un peu plus tôt où il fallait prendre des responsabilités. Exactement. Est-ce que tu étais prêt à affronter ces responsabilités? J'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Tu voulais trouver ta place. Exactement. Ta place dans la société, ta place dans le monde professionnel. Exactement. Donc, et c'est
c'est exactement ce genre de choses aujourd'hui qu'on essaye de, nous en tant que formateurs, en tant que consultants, c'est mettre un peu alerter, surtout alerter le milieu, justement par rapport à cette jeunesse maintenant qui rentre dans le milieu professionnel. Exactement. De mieux les outiller. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi. D'accord. Maintenant que vous avez changé, vous êtes dans le métier de consultation, de consultant et de formateur, on aura l'occasion dans d'autres podcasts d'en parler, de mieux développer le sujet. Bien sûr. Mais c'est bien de pouvoir l'aborder. Ah oui, parce que c'est un parcours. C'est vrai. C'est quelque chose que nous vivons nous personnellement. Exact. C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, on a vécu des échecs. Exact. Et on en a vécu plusieurs. Ah oui. Avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Ah oui. Et c'est justement, c'est en passant par ces moments qu'on essaye aujourd'hui de vouloir aider. Exactement. Aider ces jeunes, cette génération à être mieux outillés. Exactement. Pour être des professionnels. D'accord? Pour être mieux préparés et se professionnaliser rapidement. Ne pas se retrouver justement lancés livrés à eux-mêmes dans un monde qui est assez difficile. Assez difficile. Donc, on aura l'occasion de développer, mais c'est bien de pouvoir en parler ici, dire voilà, toi aussi tu étais confronté à ça. Ah oui. Tu t'es cherché, tu as préféré abandonner, laisser tomber pendant une année. Exactement. Pour mieux te retrouver. Exactement. Donc après cette année sabbatique, tu reviens. Oui. Je pense que tu as intégré la boîte familiale. Oui. Donc en parlant d'Ideal Transit, c'est la boîte familiale qui appartient à ton papa. C'est ton papa qui l'a créé. Exact. Moi j'aimerais prendre 2 minutes. Non, il n'y a pas de souci. 2 minutes et parler de ton papa. Ok. D'accord. Donc, tu es le mieux à parler de ton papa aujourd'hui, de ton père. Moi, je l'ai connu au travers Air Djibouti. Moi, je ne savais pas. J'entendais parler de Air Djibouti, mais après, on parle de Moussa Air Djibouti. C'est-à-dire aujourd'hui, Air Djibouti est associé au nom de Captain Moussa. Donc, Captain Moussa est l'un de nos premiers pilotes djiboutiens, donc qui a aussi marqué son histoire. Exact. Donc, moi, je pense qu'il a une grande place dans ton parcours professionnel. Exact. C'est un modèle. Je veux juste prendre 2 minutes et pouvoir décrire ce papa c'est-à-dire qui doit être un modèle, parce qu'il est un modèle pour Djibouti, pour des générations de Djiboutiens. Effectivement. Donc ses enfants, je pense que c'est autre chose quand vous parlez de votre père. Bien sûr. Mon père, il a toujours été un rôle modèle, très jeune, en grandissant jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, j'admire d'ailleurs, parce que... et à son âge, il est toujours entrepreneur. Il est toujours entrepreneur. Il est encore là et toujours dans l'entrepreneuriat. Exactement. Avec quelques petits moutons et chèvres, c'est différent des campagnes dans les pays d'Europe ou les autres continents. Tu as la verdure, tu as le bon temps, où tu es aussi subventionné. Tu trouves l'aide de l'État. Voilà, donc il a grandi dans une vie nomade qui était assez dure. Ils ont connu la sécheresse, ils ont perdu du bétail, ils ont pratiquement à se retrouver enfin, on peut pas dire se retrouver à la rue parce qu'il y avait pas de rue. Il n'y a pas de rue, oui. Oui, mais moi, pour te dire que voilà, avec des moyens minimes, il a réussi à se modeler avec une discipline. Mais imaginez, il avait perdu son père, mon grand-père, Allah yarhamou, à l'âge de 4 ans. Il avait que sa mère et ses frères aînés, qui étaient issus d'un autre mariage avec, d'ailleurs. Après, il y avait cette dynamique familiale, voilà, le seul de sa famille. Bien Donc, sûr. avant de parler de ton père aussi, ça dit parler de papa, et à partir de là, comment tu te construis? C'est-à-dire, comment on se construit à partir d'un modèle? Exact. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un modèle pour pouvoir avancer dans la vie? Il faut
Mais juste pour accélérer, pour ne pas tarder sur le sujet c'est le rôle modèle. Pour te dire que voilà, ce qu'on cherchait, c'est le parcours de nos parents. Justement. Par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. Ou ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, ce parcours, ça a été un modèle. Un modèle, voilà. Papa au travail et maman à la maison qui s'est occupée, qui a eu l'éducation, qui vous a éduqué surtout. Exactement. Qui vous a bien éduqué. Et tu as des frères et sœurs qui ont eu tous la chance d'avoir étudié, qui sont tous dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Exactement. Donc c'est pour toi, je pense que tu es bien entouré. Ah oui, alhamdoulilah. Dans un cocon familial. Ah non, mais écoute, pour être totalement honnête avec toi, on a grandi dans une vie privilégiée. Je vais pas vous mentir non plus. Donc, alhamdoulilah, la vie nous a été donnée. D'ailleurs, mon père ne se lasse pas de nous le rappeler. Il nous parle souvent de la vie de campagne, Badia, comme il dit. Et il a un script qu'il n'a jamais, publié, un bouquin qu'il compte, on ne sait pas quand est-ce qu'il va le publier, qui s'appelle From Badia to Airplane. From Badia, de la campagne jusqu'à l'avion. Un script qui est tout prêt, il a mis 20 ans peut-être pour le composer. Le parcours qui l'a mené jusqu'à devenir pilote. Donc, imaginez quelqu'un qui part de rien, qui devient pilote. C'est surtout à son époque. C'est fantastique, c'est une belle histoire. Exactement. Aujourd'hui, ça ne ferait aucune différence parce que on vient de famille, tout nous a été donné. La majorité, à l'exception de certains, pour vous dire que voilà, aujourd'hui on peut faire mieux parce que tout nous a été donné, tout nous a été donné. Vous imaginez, regarde tous les bouquins qui sont autour de nous aujourd'hui, la littérature, l'information est gratuite, Internet, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. L'information, c'est ça qui fait le pouvoir. Moi, je lis beaucoup. D'ailleurs, je tiens ça de mon père. Et il nous le rappelait pas très jeune. Lisez, même si vous êtes, même si c'est pas pour faire les devoirs à la maison, mais lisez quand même. Donc, on lisait. J'ai grandi à lire. On était abonné comment on appelle, à l'Institut français, l'Arthur Rimbaud, la bibliothèque. Donc, j'ai grandi dans ce milieu littéraire et ça a façonné ma façon de voir les choses. Très jeune, je pensais différemment. On a eu l'occasion d'en parler. Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait un transfert de compétences. Oui, bien sûr. Cette école-là, au départ, certainement sera pilotée par justement les formateurs bien sûr, venant d'Égypte, etc., des formateurs de haut niveau. Je dis toujours, mieux vaut avoir les compétences, c'est-à-dire le cas transféré, avoir l'institut. Cet institut devrait être présent à Djibouti. On déplace les formateurs internationaux à Djibouti, parce qu'en même temps qu'on forme les jeunes, il y a un transfert qui est donné maintenant aux formateurs locaux. Exactement. Moi, je suis pour un transfert de compétences. C'est-à-dire, on a payé pour une formation internationale, une formation internationale contre une dizaine de formations, de transfert de formation aux formateurs locaux. C'est l'une des meilleures stratégies qu'on pourrait adopter et qui pourrait s'adopter à beaucoup de niveaux. Exactement. Pas seulement la partie logistique, mais aujourd'hui, on devrait avoir la grande école d'ingénierie des télécoms, par exemple. Exactement. C'est-à-dire comment construire les infrastructures de demain dont Djibouti a besoin. Exact. On parle de data center, on a l'occasion, on a le T07 qui est là, c'est un T07, demain c'est peut-être un autre data center, etc. etc. Donc je pense que la politique elle est là, c'est pouvoir maintenant agréger dans une politique gouvernementale et avec justement toujours en continuant à utiliser les compétences locales. Parce qu'on en a. Il faut en parler. Ah oui. On a les compétences locales. Bien sûr, oui. Mais comment maintenant les mettre autour de ces différents projets, faire confiance au capital que nous avons. Donc, merci pour ce point. Non, il n'y a pas de souci.
La suite de l'émission, on parle un peu d'événements locaux. Donc, il y a eu à Djibouti, c'est décrypter un peu ce qui se passe un peu localement. Donc, à l'heure actuelle, il y a eu le forum. Je vais essayer d'énumérer un peu. D'accord. Tu en choisiras un pour pouvoir développer parce que nous approchons un peu de la limite. Il y a, à l'heure actuelle, il y a le forum international ICAF 2026 qui a été inauguré par son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh et qui concerne un peu, c'est l'adaptation, tout ce qui concerne l'adaptation climatique. Exactement. C'est-à-dire avec les phénomènes climatiques qui se passent, comment maintenant avoir une résilience justement par rapport à ces phénomènes climatiques que nous subissons. Ensuite, il y a eu le message de félicitations présidentielles auprès de son homologue, le président ougandais qui a été réélu et qui souligne aussi les liens d'amitié, de coopération, de fraternité avec l'Ouganda. Je pense qu'on a des liens aussi assez importants avec les pays de l'Afrique de l'Est. La communauté. Le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, etc. Exactement. Il y a le renforcement d'une coopération qui est toujours présente avec l'Éthiopie, par exemple, avec la visite du Premier ministre éthiopien récemment. Donc, il y a aussi autour de la coopération bilatérale, le renforcement du commerce logistique. C'est un des poumons entre le développement entre nos deux pays. C'est justement ce transfert de produits. Et ce transfert aussi, parce que nous sommes aussi partenaires aussi sur des projets électriques, hydroélectriques, etc. Donc, nous sommes liés. On parlera ça, c'est une relation fraternelle que nous avons. Exact. Aujourd'hui, des frères peuvent aussi avoir des petits points d'incompréhension, mais ça se gère toujours en frères. D'accord? Donc, et aussi, les thèmes qui ont été abordés, c'est aussi la sécurité et les infrastructures. Ensuite, il y a eu un renforcement des échanges avec l'Inde. Le Premier ministre qui a reçu l'ambassadeur de l'Inde pour justement parler de coopération, d'éducation, éducation technique. On a parlé de high-tech et de renforcement économique. Et il y a aussi le Fonds africain de développement qui vient d'approuver une subvention de 21 millions de dollars qui sont portés aussi sur la modernisation des infrastructures urbaines et sur la résilience climatique. D'accord. Donc, est-ce que tu veux choisir un des sujets et pouvoir juste avoir 2 minutes de développement? Déjà, commençons par cet événement d'actualité qui est l'ICAF 2026, qui touche au sujet du changement climatique, donc l'adaptation au changement climatique plutôt. Donc aujourd'hui, Djibouti, enfin, il y a eu un accord, donc la décision de faire le premier forum aujourd'hui ici à Djibouti, avec la participation de plus d'une dizaine d'universités, de centres de recherche français, kenyans, éthiopiens, régionaux, pour en citer quelques-uns, et des chercheurs venant de toute la région, notamment Djibouti, avec le centre de recherche que l'on a, le CERD, qui a d'ailleurs ouvert plusieurs laboratoires, dont celui de la transformation de l'algue en produits consommables et cosmétiques. Ça m'a fasciné l'autre jour lorsque j'étais sur leur stand à leur parler. L'algue a des produits cosmétiques, a des produits consommables. Waouh, c'est vraiment impressionnant tout ça. C'est de l'adaptation en fait. On s'adapte à notre milieu. Donc il y avait aussi les recherches qui ont été menées vis-à-vis de comment adapter des variétés de plantes qui viennent d'outre-mer
à notre climat, parce que il y a eu l'importation de graines venues du Moyen-Orient, d'Asie, d'Europe. Certains, on est arrivé à les faire pousser en les modifiant génétiquement, bien sûr, pour l'adapter au mieux à notre climat aride. Certains, malheureusement, ça n'a pas abouti, ça n'a pas, le climat, je veux dire, était plus le terme exact over, overdid en anglais, excuse-moi. Juste pour dire que voilà, le climat n'était pas propice. Voilà, n'était pas adapté. N'était pas adapté. Pour ces plantes-là de pousser dans notre région, enfin dans notre pays. Donc après, il y avait les militants de l'association, la fameuse association SOS Environment, voilà, qui non simplement limite pour le climat, mais qui lance des initiatives, des actions pour sensibiliser la population, pour préserver notre forestation, le peu qu'on a. Le peu qui nous reste. Qui nous reste aussi, bien sûr. Et aussi une action de, comment on dit ça, planting a tree. C'est l'action de planter voilà, planter les exactement. Faire des pépinières, faire pousser et les planter tout au long des pavés de nos routes, dans nos quartiers, dans nos maisons, pour rendre plus verte. Exactement. Voilà. La mairie et je pense la mairie des préfectures ont engagé un certain embellissement des artères, des principales artères de la ville. Exact. On le voit maintenant, il y a beaucoup d'arbres tout le long de la route de la Siesta, tout la Venise. Exactement. Venise, on le voit ici même à l'aviation. Voilà, il y a des plantes qui sont assez bien entretenues. Voilà. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, bien sûr. Quand on rentre maintenant dans les artères de la capitale, à l'intérieur des quartiers, il y a encore beaucoup à faire. Ce qui a été construit a été déconstruit. Voilà. Quand on passe à l'avenue 13, il y a eu à un moment donné, c'était bien arrangé. Bien entretenu. Il y avait un camion qui était là, un camion citerne qui venait arroser de temps en temps. Mais la nature reprend le dessus à chaque fois. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts de sensibilisation à faire pour qu'on arrête ce genre de comportement destructeur. Bien sûr. Destructeur. Parce qu'il y a une partie, elle construit, et une autre partie, elle déconstruit. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas pratique. Il faut qu'on arrive à discuter, à sensibiliser. Exactement. Moi, j'ai toujours été, quand je prends l'exemple du Rwanda, le Rwanda, dans chaque quartier, il y a un chef de quartier. Il y a c'est comme des espèces de mini conseils dans chaque quartier où justement, voilà, les chefs de quartier parlent, sensibilisent. Ensuite, au-dessus du chef de quartier, il y a peut-être la préfecture, etc. Mais chaque habitant d'un secteur, chaque nouvel habitant d'un secteur est toujours accueilli par un voisin. Ça, c'est la politique du Rwanda. D'accord. Tu arrives dans un quartier, on vient, on t'insère dans ton environnement, on t'explique comment se comporter dans ton environnement. Exactement. Pour que justement, ton insertion se fasse le mieux possible. Exact. Donc, je pense que c'est des activités comme ça qui nous manquent et qu'on devrait mettre en place. Exactement. Il y a des efforts, beaucoup d'efforts qui sont faits. On embellit la capitale. Exact. Il y a avec la ministre de la ville à l'heure actuelle, on voit il y a une politique là qui est lancée, qui va se mettre en place, qui est l'embellissement de la capitale. Une place stratégique qui nous donne beaucoup d'avantages par rapport à beaucoup de pays. Après, it's one of the main routes, une des voies maritimes majeures qui passe par ici, juste à quelques kilomètres de nos côtes. Donc, il y a beaucoup est en jeu. Alors là, à notre époque, on était
sélectionnés puis envoyés étudier à l'étranger pour nous former. Mais là, aujourd'hui, le gouvernement compte s'en passer. Là, récemment, ils ont signé un accord avec l'Égypte. L'Égypte, voilà, exactement. Pour les formations. Pour voilà, mettre en place une école maritime. Toutes nos infrastructures, parce que la logistique, regarde, c'est notre point fort. On est positionné sur une place. Donc merci pour ce petit, je petit 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Et donc une fois, voilà, tu as intégré le Ideal Transit, qui est une boîte de transit familial. Donc c'est un des métiers aujourd'hui qui sont porteurs. Exactement. Dans la République. C'est un métier aussi qui nous parle beaucoup. Exact. Nous venons du monde de la logistique. Et c'est un métier où tu ne te lasses pas. Exact. Qui doit se développer, continuer à se développer. Exactement. J'ai retenu quelque chose d'assez intéressant dans ce que tu as dit au tout début. DMP, c'est au moment où DMP a commencé à voir le jour, les investissements chinois ont commencé à se déverser sur Djibouti, que on a saisi l'occasion pour aller former. Exact. Tu vois le. Est-ce que ça a été la bonne politique? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être proactif? Parce que les investissements se font sur... On fait une projection de ces investissements sur un long terme. À long terme. On sait exactement, par rapport aux négociations qu'un pays mène, que dans 2, 3 ans, 4 ans, il y a un investissement potentiel qui va commencer à se faire. Exact. Donc, est-ce que justement, maintenant, parlons à partir de cette année ou les deux dernières années, tous les projets qui sont en train maintenant de se mettre en place. Avons-nous pensé, est-ce qu'on a justement pensé à former ces compétences-là en avance, préparer ces compétences en avance? Parce qu'on n'en parle pas assez. Assez, oui. Et on est toujours sur un état de fait. C'est-à-dire, c'est au moment où c'est au moment où nous sommes engagés qu'on pense à travailler sur les compétences et les ressources, à investir sur ces ressources. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut continuer il faut vraiment, je pense, on est un pays qui se développe. Exact. Mais ce pays a un manque de ressources, de compétences. Donc, on doit mettre en marche plus rapidement, ces secteurs qui sont porteurs demain. Et ce qu'on dit à chaque fois, dans toutes nos réunions, justement dans ces interactions, c'est portons la voix. Exact. Allons former en avance, formons en avance. C'est pour cela que n'arrêtons pas de crier, de se chamailler, de dire mais où sont ces ressources de demain? Exact. Je l'ai dit toujours d'une forme imagée, je dis toujours Djibouti. Bien sûr. Djibouti est en train d'avancer. Bien sûr. Avance à vitesse grand V. Mais est-ce que nous sommes outillés? Est-ce qu'on a les outils? Humainement parlant, les ressources humaines pour justement rattraper le capital humain pour rattraper ce retard qui est en train de se creuser de plus en plus. Le capital humain est là, mais pour dire que la vie était difficile. On pense que notre époque était difficile, mais en fait, il faut aller juste remonter un peu quelques générations pour se rendre compte. Mais c'était une vie heureuse. Franchement, ils avaient une vie heureuse, loin de tous ces tracas. Elle était simple. Elle n'était pas compliquée. Elle était simple. Après, il n'y avait pas, de réfrigérateur. Nous, aujourd'hui, tu rentres dans la cuisine, tu ouvres, c'est bien repris. Il y a des restaurants, si vous avez les moyens, vous restaurez. Mais à l'époque, c'était pas ça. C'était une vie nomade. C'est du lait, la viande du bétail. Faut pas manger. C'est juste pour des occasions vraiment. Là, vous avez parlé du kidnapping du président du Venezuela. Ça, c'est typique américain. C'est l'Amérique qui impose sa volonté aux sphères latino-américaines. Les États-Unis ont toujours vu l'Amérique latine comme étant partie de son sphère d'influence. Exact. Toujours été. Même durant la guerre froide avec les Soviétiques. Mais ce qui a changé aujourd'hui, nous avons l'alliance entre le dragon et le bear, comment on dit, l'ours, exactement. L'ours étant la Russie. Donc, certes, la Russie est affaiblie,
elle n'est pas aussi un seul mot, la confusion. Ça met de la confusion et ça pousse les autres membres à se questionner de leur engagement vis-à-vis non simplement de NATO, l'OTAN, mais aussi des relations bilatéraux qu'ils ont vis-à-vis avec leurs alliés américains. Les États-Unis étaient trop longtemps, s'est retrouvés depuis la chute de l'URSS à la tête, voilà. La suprématie aujourd'hui mondiale. Exactement. Et qui se fait bousculer maintenant par de nouveaux arrivants. Avec la montée de la Chine. Est-ce que c'est pas un tigre effarouché ou un lion effarouché qui sent que son air est en train de lui passer? Déjà, laissez-moi vous dire une chose. Trump au tout début de sa campagne, de sa première campagne, il parlait d'isoler et de retirer les armées stationnées un peu partout, l'armée US Navy américaine stationnée un peu partout dans le monde, les retirer, ramener the boys at home, ramener les soldats à la maison, se retirer des institutions. Non. Il parlait de se retirer, de couper les financements très au tout début de sa campagne, de son premier mandat. Il faut pas qu'on s'étonne aujourd'hui, qu'on se dise tout ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est tenir parole aux promesses qu'il avait faites. Là, il est en train de... Politique internationale, après les événements locaux. Sujet d'actualité, très bon sujet d'actualité, et qui aujourd'hui nous engage tous. Trump qui critique l'ONU, Trump qui décide de quitter une 60aine d'instances internationales, Trump qui coupe l'aide donnée à l'USAID aujourd'hui, Trump qui kidnappe un président élu, et Trump qui décide d'envahir le Groenland. Où va le monde? Trump veut imposer sa volonté, sa politique. Et il a toujours été comme ça, d'après les gens qui le connaissent, son cercle. C'est quelqu'un qui dit et fait ce qu'il pense. Donc, il décide d'attaquer le Groenland. Certains le croiront et diront qu'il va vraiment l'attaquer. C'est pour ça, hier, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, le Danemark a commencé à renforcer et mobiliser des armées, des bataillons qui étaient stationnés ailleurs. Et là, depuis hier, ils sont en train de les acheminer vers le Groenland. Exactement. Les Français sont venus, les Allemands les ont accompagnés. Le Canada, parce que c'est aussi, ils considèrent que c'est pas qu'ils considèrent, mais c'est l'OTAN aujourd'hui. L'OTAN, c'est les États-Unis. Ces pays ont vécu sous le parapluie américain. Voilà. Maintenant, que faire par rapport à un pays qui est de l'OTAN, qui agresse un pays de l'OTAN? C'est-à-dire, où va le monde? C'est-à-dire, que deviennent lui qui a toujours été à sens, lui, sa relation, elle est à sens quasiment, elle est à sens unique. Exact. Elle est à sens unique, c'est un homme d'affaires. Il ne voit que du transactionnel. L'OTAN aujourd'hui, peut-être on est en train de vivre les derniers moments du l'OTAN, peut-être. Mais qu'un pays protecteur de l'OTAN décide aujourd'hui de s'engager, c'est-à-dire avec autant d'agressivité, s'attaquer à ces pays qu'il était censé protéger, où va le monde? La confusion, elle est puissante, faut pas se douter, militairement, mais économiquement, elle est... Elle subit, mais elle tient encore le coup, malgré la guerre menée en Ukraine. Non, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce monde, où va ce monde aujourd'hui? C'est-à-dire ce monde qui était censé être paisible, quelques conflits que nous connaissons,
Aujourd'hui, on est dans une situation exacerbée. Exactement, et que nous, petits pays, oui. nous sommes obligés de nous poser des questions. C'est-à-dire, si les grands se comportent de la sorte, qui nous protégera demain? Regarde, la Chine a beaucoup investi dans les pays de Latine-Amérique, comme en Afrique. Exact. Et la dette, rien que la dette vis-à-vis enfin, du Venezuela vis-à-vis de la Chine, s'élève à des milliards de dollars. À des milliards de dollars. Regardez, l'organisme, l'institution PDSA, je crois que ça s'appelait comme ça. L'équivalent c'est-à-dire Aramco au Venezuela. La société, l'industrie locale du pétrole. Du pétrole, exactement. La Société nationale de pétrole. Exactement. Et était subventionnée quasiment. Voilà. Elle a failli. Elle a failli. Le pays économiquement face aux sanctions imposées par les États-Unis et ses alliés, ils n'ont pas pu. Exact. Et là, vers la fin, il a fallu faire quoi? Il a fallu changer de management, de leadership. Et ils ne pouvaient pas se permettre d'envahir un pays, mais ce qu'ils ont fait, la chose la plus simple, sneak, kidnap, and get out. Et voilà, là maintenant, la cour de vie, le courant de la vie reprend dans les rues de Venezuela. Il y aura peut-être des élections, mais là pour l'instant il y a d'autres nominations, un gouvernement intérim, une personne qui va juste pour ne pas attarder. Donc aujourd'hui, il y a la confusion. Le leadership américain aujourd'hui a perdu son influence et Trump à sa tête aujourd'hui, c'est la confusion. Dans les rangs européens, dans les rangs du NATO, de l'OTAN, c'est la confusion. C'est justement cette confusion internationale. On est dans une confusion internationale. Ils savent pas. Les tensions avec l'Iran qui ne cessent pas. Et chaque fois, on voit quelque chose de nouveau apparaître. Exactement. Donc nous, qu'est-ce que nous devenons? Qui est une bonne question. Que devient justement des petits pays comme les nôtres, soit Djibouti, que ce soit les pays de l'Afrique de l'Est, face à justement cette... Nous dépendons du commerce international. Nous sommes dans des zones où nous devons commercer. Nous sommes obligés de commercer. A-t-on les moyens de pouvoir justement contrecarrer justement ces montées hégémoniques? Je ne pense pas. Donc, où va justement ces coopérations bilatérales ou ces regroupements? Est-ce qu'on est en train d'assister à un regroupement de pays justement pour former de nouveaux blocs? Et c'est ce que je pense qu'il est en train de se faire. Est-ce que c'est la mort de l'ONU? La multipolarité en fait qui s'impose. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mentir. Il y a le BRICS, la montée en puissance du BRICS, à leur tête la Chine. Il y a les Émirats qui les ont rejoints, l'Égypte, la Turquie bientôt, l'Iran qui en fait partie maintenant depuis 1 an ou 2, je crois. Un bloc Sud-Afrique d'ailleurs en fait partie. La dernière, c'était quoi? La présidence du BRIC, je sais plus qui l'amène, je crois c'est l'Afrique du Sud. Je crois que c'était l'Afrique du Sud. Exactement. Donc il y a ce bloc mené par la Chine. Il y a la politique du président Poutine en Afrique avec sa machine de guerre qui est implantée un peu partout en Afrique. En fait, c'est une convergence d'influence, de pouvoir, d'argent et de ressources. Et le facteur humain, on est là à se poser, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous faire chier pour qu'on vive une vie saine et sereine? Donc, les petits pays comme nous, moi je dirais, il est temps de peut-être penser à prendre notre destin en main, parce que si les grandes puissances sont occupées à se chamailler, à remettre en question les normes internationales que eux-mêmes ont imposées au monde, les bafouer,
ça donne un mauvais exemple. Enfin, n'importe quel pays ne suivrait pas cette politique. C'est ce que nous redoutons. Voilà, c'est pas un partenaire, c'est pas un leader à qui l'on peut se fier, l'on peut suivre son leadership. C'est pour ça beaucoup se tournent vers la Chine, mais avec prudence, vers la Russie, mais avec prudence. Exactement. Ne pas se jeter dans les bras. Bien sûr. Ce que font par exemple les pays de l'AES, c'est assez intelligent. Le Mali, Burkina et le Niger. Exactement. Ils mettent en valeur, c'est-à-dire ils occupent maintenant leur place, la place qui leur revient. Oui. Contrôlent leurs propres ressources. Exactement. Et, certes, travaillent avec cette nouvelle coopération Chine et Russie, mais ils ont un contrôle plein de leurs ressources. Exact. Donc, on voit le nombre d'investissements maintenant qui sont faits, mais ça n'empêche que les détracteurs continuent à vendre une image, une mauvaise image de ces pays-là. Après, c'est les médias. Voilà. Donc, je pense, est-ce qu'on doit, nous, se préparer à intégrer des groupes qui nous ressemblent un peu plus? On a toujours besoin des financements étrangers, certes, nous ne sommes pas indépendants à 100%, mais penser aussi à rejoindre, peut-être mieux travailler avec des pays qui nous ressemblent, qui ont un peu le même... Regardez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous savez, Trump, lorsqu'il disait qu'il allait se retirer de tous ces organismes internationaux, couper tous les financements... à USAID, toutes les... Qui a causé beaucoup de tort à nos pays. Regardez, nous en étions les bénéficiaires pendant des années, des décennies, des décennies. Et ça nous a handicapés. Et vous savez, aujourd'hui, l'on réalise que, voilà, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de dépendance à ce genre de programme, de dons internationaux. Ça a aussi ses limites. C'est des limites qui impactent aujourd'hui beaucoup d'associations. Beaucoup d'associations ont vu leur budget coupé du jour au lendemain. Exactement. Et qui, soit ils ferment, mais ça les met un peu dans des situations. Beaucoup de gens ont perdu leur métier. Qui travaillaient dans le aid development, comme on dit en français. L'aide au développement. Voilà, l'aide au développement. Et beaucoup de gens ont perdu. Les associations surtout. Surtout, oui. Beaucoup d'associations. Affectés, exactement, beaucoup touchés. Donc, Trump, il a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit, il faut que vous preniez votre destin, votre propre destin entre vos mains. Nous, on coupe les vivres. Débrouillez-vous. Je me soucie que de l'Amérique. Je m'en fous du reste du monde. C'est ça qu'il avait dit techniquement. Si on résume brièvement. Et là, moi, in my humble opinion, mon avis personnel, moi, je dirais, prenons notre destin en main, que nous rejoignions ou ne rejoignions pas d'autres blocs, qui compete, comme on dit, compétition. Voilà, avec le leadership américain. Mais si on le fait, mais avec prudence, avec stratégie, toujours l'intérêt de Djibouti avant l'intérêt de cette puissance extérieure, et ne pas être livré à nous-mêmes, investissant dans l'innovation, la AI, l'intelligence artificielle, développant les compétences envers ces nouvelles technologies qui prennent le dessus. Le futur aujourd'hui, regardez, Dubaï a investi plus de... laisse Dubaï de côté, en copiant le modèle Émirats, Saoudi Arabie, ils ont investi plus de 100 milliards d'euros, rien que dans l'intelligence artificielle. 100 milliards de leur budget. 100 milliards. Vous imaginez? C'est énorme. C'est énorme. Non, on n'a pas du pétrodollar, mais avec le peu qu'on a, on peut épargner, mettre de côté. Les retards que nous avons. Oui.
Justement, on en parlait. Oui. Voilà. Quelle est notre place par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on comprend l'utilité de l'intelligence artificielle dans nos habitudes, dans nos comportements? Est-ce que c'est pas une mode qu'on a envie de calquer? Mais moi je dis l'intelligence artificielle, il faut vraiment le comprendre, il faut avoir la donnée. Merci. Il faut avoir de la donnée. Le cœur de l'intelligence, c'est la data. Voilà. D'accord. Moi je vois une vision, un avenir de Djibouti. On parle plus de Djibouti, c'est un hub logistique. Moi je vois plutôt un hub technologique. Pourquoi? Parce que certes, la logistique c'est important. On est positionné juste en face d'une des voies maritimes les plus importantes au monde, stratégique, mais un hub financier et technologique. On a les câbles. Les câbles ne passent pas. Les câbles ne passent par Djibouti. Tous ces câbles qui desservent, qui sont connectés à notre data center, sont acheminés dans les pays en enclave. Parce que ça s'arrête pas à Djibouti, ces câbles. Ouais. Ça traverse Djibouti et ça va connecter les pays, nos pays voisins qui sont en enclave, qui n'ont pas un accès, qui n'ont pas des côtes, qui n'ont pas l'accès à l'océan, à la mer. Regardez. Data center, c'est quoi, basically? C'est un centre de données. Les données sont hébergées, sont traitées, sont diffusées. C'est un point focal. Donc, comment traiter toutes ces données? Il va falloir engager, employer des analystes. Justement, on parlait de ces ressources. Voilà, avons-nous les ressources formées à l'IA? On n'en a pas. Regardez, on a ouvert récemment, il y en a un autre qui va bientôt arriver. Le data center, c'est en train de se préparer. Là, un bâtiment a été achevé, un autre bâtiment en train de se construire juste en face du Palais du Peuple. Donc, il y a le Wingu qui s'est installé. C'est un consortium de privés. Donc, Wingu Africa. Le câble va jusqu'à l'Éthiopie. Après, ça continue. Donc, il y a une branche qui s'est ouverte en Éthiopie aussi, Wingu Africa. Regardez, il a fallu préparer dans les dernières minutes les compétences. Donc, former les gens, télécom, financer, les envoyer, les ramener, les embaucher. Mais après, principalement, on n'a pas les compétences pour gérer des data centers. On n'a pas des analystes, des experts qui traitent de la donnée. On n'a pas ces compétences. D'où ce qu'on disait tout à l'heure, la proactivité. On subit au lieu nous subissons plus que on construit après. En fait, on construit une fois plus rapidement que on développe les compétences à grande échelle. Exact. C'est vrai, certes, les compétences suivent, mais pas à la même longueur que. Donc il y a une perte. Il y a une perte en termes d'investissement, une perte en termes de rentabilité. Justement. Parce que le temps de mettre en place ce genre de projet, ça prend du temps. Exactement. Pour former, c'est des années. Voilà. Donc on peut pas juste former à la va-vite et les mettre des gens peu formés et vouloir les mettre dans des domaines aussi sensibles. Donc, je crois que vous avez suivi les actualités. Donc, avec sous la houlée de la ministère Mariam Hamadou, ministère délégué du numérique et de l'innovation, on a lancé la politique de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle AI, de la politique de Startup Act, le code numérique. Ça, c'est le cadre réglementaire. On met en place le cadre, la régulation. Comment réguler cette nouvelle technologie? C'est bien. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, il y a une institution, une école qui va être ouverte, qui s'appelle l'école 42. Ça met du temps à ouvrir,
mais éventuellement, ils vont achever ce projet et le mettre en place. Donc, cette école, elle va faire quoi? Elle va former les futures compétences pour occuper ces postes dans les métiers numériques, tels que la cyberdéfense, les experts AI, les normes les ingénieurs, les normes et les standards. Bien sûr, les normes ISO et les normes qui exactement. parlent de cybersécurité. Exactement. Quelque chose qui nous manque beaucoup. On parle beaucoup, aussi, voilà, beaucoup. où sont justement ces lead implementers dans tout ce qui est normes et standards. Exactement. Donc, cette école va former nos futurs ingénieurs télécom, cyberdéfense, les futurs analystes, les futurs experts AI, les futurs développeurs web, etc. Donc, la politique est là, mais aussi la volonté de former. Parce que nous allons mettre en place un écosystème, mais si la politique de valorisation du capital humain et mettre en place développer les compétences requises pour occuper ces postes, elle est là, elle suit, mais elle est lente. On doit aller très vite. Exactement. Il faut accélérer le mouvement. Exactement. Pour justement ne pas être pris au dépourvu. Donc merci, merci Mohamed. Je vous en prie. Ce fut un plaisir. Plaisir également. Le mot de la fin pour justement les jeunes qui nous écoutent. On a fait un parcours, on a discuté de leadership, on a parlé de ton propre parcours, exactement, de ce que tu es devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais de la consultation, exactement, tu es dans la formation, tu as un cabinet qui s'appelle la Race Strategic Advisory, qui est aujourd'hui un cabinet qui justement conseille les entreprises qui en ont besoin pour mieux s'implanter à Djibouti, s'implanter en Afrique aussi. Tu as une dimension internationale. Panafricaine. Tu es aussi dans les formations spécifiques en leadership, en management, en soft skills, en développement personnel, etc. Donc tu développes un partenariat avec le Centre Clé, il me semble. Tu es en train de créer des formations avec eux, des formations spécifiques. Exact. Et tu as aussi des projets à côté que tu développes. Exact. Tu as une passion, tu es un passionné d'agriculture aussi. Tu adores. Peu de gens connaissent. Que peu de gens connaissent. Tu es aussi un passionné d'agriculture. Exactement. Et donc on te souhaite aussi merci beaucoup. La réussite dans un de ces domaines aussi. Exact. On aura l'occasion d'en parler. Donc comment justement avoir une agriculture résiliente, comment mieux former, comment on n'a pas les capacités d'un pays à côté comme l'Éthiopie, on n'a pas la capacité de rivaliser avec l'Éthiopie, mais on a la capacité de produire. Exact. On a la capacité de développer une agriculture djiboutienne. Exact. Moi, j'y ai toujours cru. La terre est une terre fertile. Exact. Faut juste la travailler. Douda Demerjob le prouve chaque jour. Ali Sabier le prouve chaque jour. Dikil le prouve chaque jour. Donc, on aura l'occasion de parler de l'agriculture aussi, des compétences agricoles que nous avons, qui nous manquent aussi. Mais ton message maintenant, face caméra, à justement cette jeunesse qui nous écoute aujourd'hui. Moi, je dirais, la première chose que vous devez faire, c'est déjà trouver un mentor, quelqu'un qui vous guide et qui vous oriente dans la vie. Lorsque j'ai trouvé mon mentor, durant ma période de questionnement, on va dire, voilà, de doute, j'ai trouvé un très bon mentor qui m'a guidé et qui m'a aidé à naviguer les vagues de la vie courante et à m'engager, à contribuer à la société. Donc moi, je vous dis, cherchez du mentorat. Des fois, cette personne n'est pas loin de votre cercle. Parfois, elle est dans ce cercle. Des fois, vous devez la chercher dans d'autres cercles que vous ne fréquentez pas. Mais trouvez ce guide. Consulte-le ou là. Ça peut être une femme aussi. Demandez-lui conseil et suivez et
écouter beaucoup. Moi, je me rappelle lorsque je grandissais et j'étais jeune, je parlais beaucoup, j'écoutais moi. Mais la vie m'a appris que, en fait, en grandissant, l'on apprend beaucoup en écoutant. Écoutez, mon conseil, c'est écouter surtout. Vos doutes, vos questions, posez-les après. C'est là que la vraie sagesse vient, arrive. Et la vie est dure en soi. Elle est donnée à personne, à l'exception de certains, mais vous devez vous accrocher à vos rêves. Ce combat qui ne finira jamais sans doute. Hein. Chaque jour est un nouveau jour. Alors, si hier vous avez failli, demain c'est un autre jour pour réessayer. Alors, n'abandonnez pas vos rêves, formez-vous, informez-vous et contribuez à votre société, à votre pays qui vous a tant donné et rendons Djibouti meilleur.